Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, il est 22h à Conakry et c'est l'heure de notre grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Comment brûler moins de charbon pendant la cuisine? Certaines femmes ont trouvé une solution à travers le placement des grillages au fond de leur foyer. Notre rédaction s'est intéressée à la fabrication de cet outil, vous le verrez dans cette édition. L'association des victimes du massacre du 28 septembre réclame l'implication du chef de l'État dans l'organisation du procès. Ses membres l'ont fait savoir ce mercredi au cours d'une rencontre avec le gouvernement et les défenseurs des droits de l'homme. 12 personnes mortes et une cinquantaine de blessés, c'est le bilan d'une chute d'un arbre au Portugal. Le drame s'est produit sur l'île de Madère lors d'une fête religieuse. Je vous le disais à l'instant, brûlement de charbon lors du ménage, c'est le résultat d'une technique mise en place par des femmes. Elles mettent au fond de leur foyer des grillages extraits des pneus usés. Comment cet outil est obtenu? Malik Sangiana Kamara et Dibril Kabak Kamara se sont intéressés à ce sujet. Suivez. L'activité se déroule en temps plein au quartier d'Apompa, non loin de la forêt classée. Elles sont nombreuses ces femmes à extraire des fils de fer à partir des anciens pneus. La matière première est achetée à 25 000 francs guinéens l'unité, puis incinérée. Tu peux engager ton argent dans une marchandise et que ça ne marche pas. Là, tu risques de rester avec tes enfants sans rien manger. Mais avec cette activité, les grillages sont vite vendus et ça nous soulage. Raccommoder les fils de fer ou plier les grillages en des rouleaux, le processus n'est pas moins aisé. Dans les fourneaux, cet outil est indispensable pour économiser le charbon. Ces grillages nous aident à consommer moins le charbon. À la place de 4000 de charbon, tu n'utiliseras que 2000 avec cet outil. Ça permet aussi de bien cuire les repas. Cette dame revient du marché pour revendre ses grillages. Dans son panier, les condiments pour la sauce. Le mari paralysé, cette activité lui permet de nourrir ses enfants. Je suis allée avec une valeur de 20 000. Ces 20 000 personnes ne pouvaient me donner ça. Dieu merci, j'ai eu quoi nourrir mes enfants avec ce travail au lieu de me livrer à la prostitution. Pollution de l'environnement, risque élevé des maladies respiratoires. Ces dames disent ne pas avoir le choix. Elles promettent de changer de profession lorsqu'une autre opportunité se présentera. La Sierra Leone continue de pleurer ses victimes. Le bilan de 300 morts est passé à 600 morts. Un drame que l'on pouvait minimiser, mais tout est parti si vite. Alors nous avons cherché à comprendre à quels moyens disposons-nous pour prévenir ces dangers en Guinée. Nous avons posé la question au directeur général de la météorologie et la réponse n'est pas si satisfaisante. Suivez. Les services météo de Guinée, de la Sierra Leone, de Libéria sont parmi les plus vraiment oubliés. Parce que nous faisons partie d'un espace qu'on appelle la FIR de Robes, c'est-à-dire un espace aérien. Maintenant, il y a eu une convention qui a fait que ces trois pays maintenant s'associent pour pouvoir faciliter en tout cas la circulation aérienne au-dessus de notre territoire. Mais imaginez-vous, si vous devez demander tout de suite au directeur du service météorologique de la Sierra Leone, il va vous dire qu'il n'a pas le minimum possible pour pouvoir mesurer les quantités d'eau qui tombent, à plus forte raison faire une prévision. Or, aujourd'hui, on ne peut pas seulement sortir et lever la tête et regarder le nuage pour dire que ce nuage-là va donner de la pluie et telle quantité. Il faut avoir les dispositifs, il faut les moyens. Autre chose dans cette édition, le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration a lancé le recensement biométrique additionnel depuis le début du mois de juillet.
L'opération, cette fois-ci, concerne les pensionnaires, les contractuels temporaires et les fonctionnaires en attente. Elle vise à identifier des cas de doublons et des fonctionnaires en situation irrégulière, entre autres. Les explications de Mohamed Damaro au Camara. Ce recensement biométrique additionnel a été lancé le 7 juillet dernier. Le gouvernement guinéen, au regard des résultats des premières opérations d'identification de 2014, a demandé le cloisonnement des différents fichiers existants, à savoir le FCA, le fichier solde des pensionnés, le fichier des contractuels temporaires. Les personnes concernées, je le disais tout à l'heure, vous avez les pensionnés qui sont au nombre de 71 605. 71 605. Vous avez aussi les contractuels temporaires qui sont au nombre de 12 232. Vous avez les fonctionnaires en attente d'enrôlement qui sont au nombre de 18 695. Les fonctionnaires en attente d'enrôlement, ce que je disais tout à l'heure, comprennent les fonctionnaires en position régulière qui n'ont pas été enrôlés dans la première phase de recensement biométrique pour diverses raisons. Elles sont au total 102 532 personnes à identifier. Et l'opération, au-delà de la mise en place d'un système automatisé de contrôle de présence pour lutter contre l'absentéisme dans l'administration, vise un autre objectif. L'objectif général de cette opération vise essentiellement à éliminer les agents en doublon, les agents en situation d'irrégularité qui perçoivent des soldes, voire des pensions de manière indue, mais aussi à mettre en place une vérification automatisée de l'identité des fonctionnaires, contracteurs de l'État et la gestion de leur présence sur les lieux de travail. La première phase de recensement et d'identification biométrique a été effectuée en 2014. Elle a permis de déceler plus de 19 000 fonctionnaires fictifs. L'opération d'assainissement du fichier de l'administration donc se poursuit avec l'assurance que les données des actifs seront sécurisées puisque leur numérisation devra permettre d'être à l'abri de toute manipulation frauduleuse. Comment mettre en cohérence le programme national d'investissement avec le programme national de développement économique et social? La question est au centre d'un atelier ouvert ce mercredi à Conakry. Durant 3 jours, des cadres des différents départements vont essayer de résoudre l'équation. C'est une initiative du ministère du Plan et de la Coopération internationale. Compte rendu Mamadou Kalisso et Abou Okoria Kourouma. Le programme national de développement économique et social constitue le cadre unique des interventions du gouvernement et des partenaires au développement. Sa mise en œuvre passe nécessairement par le programme national d'investissement, d'où le présent atelier qui a pour objet faire en sorte que le PNI soit cohérent avec ce PNDS-là, qu'il n'y ait pas un projet de quelque financement que ce soit qui soit en dehors de ce cadre-là. L'ensemble des actions, l'ensemble des financements, l'ensemble des interventions des bailleurs de fonds doivent être cadrés au niveau du plan national de développement économique et social qui se trouve être aujourd'hui le seul document stratégique de référence. La réussite de ces programmes nécessite également l'implication de l'ensemble des départements concernés, estime Ben Kondé. Que chaque ministère reconnaisse vraiment que ça, c'est mon portefeuille, que nous puissions avoir des fiches synoptiques bien et sérieusement remplies de façon attrayante pour pouvoir capter l'intérêt des partenaires techniques et financiers et pour leur permettre de faciliter leur engagement à nous accompagner dans le financement de ces différentes actions. L'atelier s'étendra sur 3 jours durant lesquels les acteurs vont travailler pour la catégorisation des projets et programmations selon leur appartenance au pilier du PN2ES, leur statut, leur degré de priorité, leur potentiel d'impact socio-économique et leur maturité.
Je vous le disais également en titre, l'association des victimes du massacre du 28 septembre hausse le ton. Elle réclame l'engagement du président de la République pour l'ouverture du procès. C'était au cours d'une rencontre qui se tient en 2 jours entre le gouvernement, les défenseurs des droits de l'homme et l'association en question. Les détails de cette rencontre avec Alseni Bari et Lamine Silla. 28 septembre 2009, des centaines de personnes tombent sous les balles de l'armée guinéenne. 8 ans plus tard, le procès traîne. Certes, l'information judiciaire est ouverte, mais rien n'indique pour l'instant que les auteurs seront connus. L'inquiétude grandit chez les parents des victimes. Nous ne souhaiterons pas attendre encore plus d'années que d'autres victimes décèdent ou que tous les témoins à notre actif soient morts pour connaître l'ouverture de ce procès. Cela serait à nos yeux partir à une bataille sans armes. Asmaou Diallo indique que les États-Unis ont promis plus d'1 million de dollars pour le procès. L'Union européenne et d'autres institutions ont également promis d'accompagner la Guinée. Seule fausse note, le manque de volonté politique. Elle sollicite l'engagement du président de la République. Si lui donne aujourd'hui l'aval, il dit au ministère de la Justice de juger ce dossier dans les délais qui suivent, et je vous assure que ça se fera. Parce qu'on sait que lorsque sa maison a été attaquée, ça n'a pas pris du temps. Ça a été jugé, il y a eu des condamnations, et on n'en parle plus. Et pourquoi pas le 28 septembre? Toumba Diakité, l'ancien aide de camp de Moussa Dadis, est déjà arrêté. D'autres comme Tibou ont été entendus. Ce responsable d'une ONG des droits de l'homme réclame la tenue du procès d'ici la fin de l'année. Je souhaite que cette justice se fasse en Guinée. Je souhaite que ceux qui sont en prison et qui sont accusés d'avoir commis des choses, qu'on nous clarifie ça dans une procédure judiciaire normale. Parlons culture dans cette édition. Le ministre de la Culture et des Sports a reçu ce matin l'ambassadeur d'Égypte à son département. Mohamed Fatih Abdelaziz est venu remettre une enveloppe financière dans le cadre de la coopération culturelle signée entre la Guinée et l'Égypte. Mariam Fodé Camara et Alseni Camara pour le reportage. C'est une aide financière de 20 000 $ que l'ambassadeur arabe Égypte a offert au département de la culture. Ce geste, qui s'inscrit dans le cadre de Conakry, capitale mondiale du livre, est le fruit de la coopération entre Conakry et le Caire. Elle permettra au département d'atteindre certains de ses objectifs. بداية لتعاون حقيقي في مجال الثقافة بين مصر وغينيا. Aujourd'hui, c'est le jour du début d'une coopération concrète. D'une coopération culturelle concrète entre l'Égypte et la Guinée. منذ استلام العمل في السفارة المصرية في غينيا. Cet appui financier vient à point nommé quand on sait que la culture guinéenne peine à se relever à cause du manque de financement. C'est pourquoi le ministre de la Culture a exprimé sa satisfaction avant de parler de l'utilisation du montant. Vous n'êtes pas sans savoir que lors de la dernière visite du président de la République, le professeur Alpha Condé, au Caire, il a procédé avec son frère, le général Al-Sisi, à la signature d'un partenariat d'accord culturel entre la Guinée et l'Égypte. Aujourd'hui, l'Égypte est en train d'apporter un soutien financier de 20 000 $ dans la rénovation du mausolée de la Kamayenne. Donc les 20 000 $ vont servir à l'extension du mausolée de la Kamayenne, et si reliquat il y a, nous allons faire face à la construction soit d'un point de lecture ou à l'équipement de la Bibliothèque nationale. L'ambassadeur arabe Égypte a également annoncé l'arrivée d'un grand nombre de livres en provenance du Caire pour Conakry dans les jours à venir. Une journaliste de la radio globale a été agressée ce week-end par des individus non identifiés à Yembéa, dans la commune de Ratoma, où Sainatou Diallo a été poignardée par ses assaillants qui ont ensuite emporté ses biens. Elle nous explique sa mésaventure au micro de Mohamed Valek Touré et de Lamine Silla.
Ousseinatou Diallo est journaliste à la radio Globale. Ce samedi, lorsqu'elle quittait le service dans les environs de 21 h, elle a été agressée et dépouillée de ses biens par 2 hommes armés non identifiés dans le quartier Yembeya. Ces assaillants l'ont ensuite blessée. J'ai animé jusqu'à 19h30. J'ai appelé le taxi motard, celui qui a l'habitude de me ramener à la maison. Il est venu, mais à 20h. Je me suis dit, alors, comme il faisait pas tard, de passer vers la route de Prince pour venir juste au niveau de la cantine. Je suis descendu là-bas. Maintenant, en ce moment, il pleuvait juste un peu. Maintenant, je descendais les escaliers. Premier, les escaliers, deuxième. Il y a 2 hommes qui sont venus derrière moi. L'autre a attrapé mon cou. Et l'autre aussi m'a poignardé. Il m'a donné un coup. En fait, moi, je ne sais pas. Je ne savais pas qu'on m'a poignardé. Ses tenues sont totalement ensanglantées. Elle a eu la vie sauve grâce à l'intervention d'un homme qui était de passage. Il a entendu la manière dont je criais. Venez m'aider, les bandits vont me tuer, Il est descendu de la voiture, il a fermé la voiture. Maintenant, il s'est dit, ah, il y a une fille ici qu'on a vraiment fait du mal, je veux la sauver. Mais lui seul, il n'osait pas parce qu'il faisait sombre. Il n'y avait personne aussi. C'était à 21 h. Il pleuvait. Je ne savais pas où j'étais. Il a pris le numéro, il a pu joindre ma maman. Après, d'ici que mes parents n'arrivent à l'hôpital, lui-même en personne, il m'a pris, il m'a déposé à l'hôpital. La consoeur continue de suivre les soins dans une clinique de la place. Et c'est tout pour cette grande édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout, restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV et passez une excellente soirée où que vous soyez. Au revoir.